Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse énormément de personnes à travers le monde. Comment apprendre le français rapidement et surtout, comment ne jamais l'oublier. Exactement, Ali. Beaucoup de personnes commencent à apprendre le français avec beaucoup de motivation, mais après quelques semaines ou quelques mois, elles se découragent ou elles oublient ce qu'elles ont appris. Et c'est vraiment dommage parce que le français est une langue magnifique, utile et pleine de richesses culturelles. T'as raison Sarah. Alors dans cet épisode, nous allons partager des idées concrètes, des conseils pratiques, des expériences personnelles et aussi des stratégies simples que chacun peut appliquer au quotidien. Et ce sera une conversation très naturelle, comme si nous étions autour d'un café avec vous, en train de discuter tranquillement. Donc prenez un carnet, un stylo et installez-vous confortablement parce que ce podcast va vous donner des clés précieuses pour progresser en français. Allons-y, commençons tout de suite. Sarah, avant de donner des conseils pratiques, je pense qu'il est essentiel de commencer par une question très simple, mais très importante. Pourquoi apprendre le français ? Beaucoup de personnes veulent apprendre une langue, mais elles ne savent pas vraiment pourquoi elles le font. Et quand la motivation disparaît, elles abandonnent. Oui, Ali, c'est vrai. La première chose que j'aime rappeler à mes étudiants, c'est que le français est une langue parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde. Ce n'est donc pas seulement une langue pour voyager en France, c'est une langue internationale présente en Afrique, en Europe, au Canada, dans certaines parties de l'Asie et même dans des organisations internationales comme l'ONU. Exactement. Et quand on se rappelle de cette réalité, on comprend que le français n'est pas une petite langue limitée à un seul pays. C'est une langue qui ouvre beaucoup de portes, que ce soit pour le travail, pour les études, pour les voyages ou simplement pour la culture, le français est partout. Mais Ali, ce qui est encore plus important, c'est de trouver une motivation personnelle. Par exemple, certains veulent apprendre le français pour communiquer avec leurs amis, d'autres pour étudier en France ou au Canada, et d'autres simplement parce qu'ils aiment les films, la musique ou la littérature française. Quand on a une motivation claire et forte, il est beaucoup plus facile de rester constant dans l'apprentissage. Tu as raison Sarah. Et peut-être que les auditeurs qui nous écoutent devraient prendre une feuille de papier et écrire, noir sur blanc, « Pourquoi je veux apprendre le français ?» Parce que cette phrase, cette raison sera comme une énergie qui va les pousser chaque jour à continuer, même quand ce sera difficile. C'est une excellente idée et je pense que c'est vraiment la première étape pour apprendre le français rapidement et ne jamais l'oublier, comprendre pourquoi on le fait, avoir une motivation claire et forte. Très bien. Alors maintenant que nous avons parlé de l'importance de la motivation, je propose qu'on passe à la deuxième partie où nous allons aborder une autre question essentielle. Comment commencer l'apprentissage de manière simple et efficace ? Comment commencer l'apprentissage du français de manière simple et efficace ? Ali, beaucoup de gens se demandent par où commencer quand ils veulent apprendre le français. Certains achètent tout de suite des livres de grammaire compliqués, d'autres téléchargent 10 applications différentes, et à la fin, ils se perdent. Alors, selon toi, quelle est la meilleure manière de commencer ? Tu sais, Ali, je crois que le plus important au début, ce n'est pas de chercher la perfection. Quand on commence une langue, il faut surtout se concentrer sur les bases les plus utiles. Par exemple, apprendre à dire bonjour, se présenter, poser des questions simples comme « Comment ça va ? Où est la gare ? Combien ça coûte ?» Des phrases qu'on peut utiliser immédiatement dans la vie de tous les jours. Exactement. Je pense que c'est une erreur très courante de vouloir tout apprendre d'un coup. Certaines personnes veulent maîtriser le subjonctif ou écrire des dissertations alors qu'elles ne savent même pas encore commander un café en français. Commencer petit, mais commencer bien, c'est beaucoup plus intelligent. Et il y a une autre chose importante. Écouter la langue dès le début. Même si on ne comprend pas tout. Écouter du français régulièrement habitue l'oreille et donne confiance. Par exemple, écouter des chansons françaises simples, regarder des vidéos courtes sur YouTube avec des sous-titres, ou encore suivre des podcasts adaptés aux débutants. Oui, tu as raison. Et quand j'ai commencé à apprendre une langue étrangère, je me suis rendu compte que l'écoute régulière était comme une musique pour le cerveau. Même si je ne comprenais pas chaque mot, mon cerveau enregistrait les sons, les intonations, les rythmes, et petit à petit, les phrases commençaient à devenir claires. Voilà. Et pour compléter, il est aussi très utile de parler dès le début. Même si on fait des erreurs, même si c'est difficile, il faut essayer. Parce que parler, c'est comme un muscle. Plus on pratique, plus ça devient naturel. Donc, si je résume ce que tu dis, Sarah,
Pour commencer efficacement, il faut 3 choses simples. Apprendre des phrases pratiques, écouter du français chaque jour et oser parler même un petit peu. Exactement. Et si les auditeurs appliquent seulement ces 3 conseils dès le début, ils verront des progrès rapides. Très bien, ça devient intéressant. Dans la prochaine partie, je propose que nous parlions d'un autre élément essentiel, comment organiser son temps pour apprendre régulièrement sans se fatiguer. Comment organiser son temps pour apprendre le français régulièrement? Ali, tu sais, beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas le temps d'apprendre une nouvelle langue. Elles commencent avec beaucoup de motivation, mais après une semaine, elles abandonnent, parce qu'elles pensent que ça prend trop d'heures par jour. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une excuse qu'on entend souvent, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas besoin d'étudier 5 heures par jour pour progresser. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la régularité. Même 10 ou 15 minutes par jour, si c'est bien utilisé, ça peut faire une énorme différence sur le long terme. Tout à fait. Par exemple, on peut décider de consacrer 10 minutes le matin à écouter un podcast en français, 5 minutes dans l'après-midi à revoir du vocabulaire et encore 10 minutes le soir pour répéter quelques phrases. En une journée, cela fait 30 minutes, mais réparties de manière simple et agréable. Exactement. Et ce qui est encore mieux, c'est d'intégrer le français dans les petites habitudes quotidiennes. Par exemple, changer la langue de son téléphone en français, écrire une petite liste de courses en français, ou encore parler à soi-même devant le miroir en répétant des phrases. Cela ne prend pas de temps supplémentaire, mais ça entraîne le cerveau en continu. J'aime beaucoup cette idée de transformer la langue en habitude, parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier, c'est aussi vivre avec cette langue. Si on ne fait que lire un manuel une fois par semaine, c'est sûr qu'on oublie rapidement. Mais si le français entre dans la vie de tous les jours, il devient naturel. Et tu sais, Ali, je dis toujours à mes étudiants que la régularité est plus importante que la perfection. Même si on ne fait que 5 minutes, il faut le faire tous les jours, parce que le cerveau adore la répétition. Plus on répète souvent, plus les mots restent longtemps en mémoire. Donc en résumé, pour bien organiser son temps, il ne faut pas attendre d'avoir 1 heure libre par jour. Il faut plutôt profiter de chaque petit moment pour pratiquer un peu. 10 minutes ici, 5 minutes là, et au final, ça construit une grande différence. Oui, c'est la clé. Pour apprendre rapidement et surtout ne pas oublier. Parfait. Alors, dans la partie suivante, nous allons aborder une question qui intéresse beaucoup nos auditeurs. Comment apprendre le vocabulaire efficacement et le retenir pour toujours? Comment apprendre et retenir le vocabulaire en français? Sarah, on entend souvent des apprenants dire « J'apprends beaucoup de mots, mais après quelques jours, je les oublie ». C'est un vrai problème. Selon toi, comment peut-on apprendre du vocabulaire efficacement et surtout le retenir sur le long terme? C'est une très bonne question, Ali. En réalité, il ne suffit pas simplement de lire une liste de mots pour les mémoriser. Le cerveau a besoin de connexion. Plus on associe un mot à une image, à une situation ou à une émotion, plus il reste dans la mémoire. Par exemple, si je dis le mot « pomme », c'est beaucoup plus efficace de voir une vraie pomme, de la toucher ou même de la manger, que de simplement lire le mot dans un dictionnaire. Je comprends. Donc tu veux dire qu'il faut créer un lien entre le mot et la vie réelle. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de personnes oublient. Elles apprennent des listes longues, hors contexte, et du coup, les mots s'effacent rapidement. Exactement. Une autre technique très efficace, c'est la répétition espacée. Au lieu de réviser un mot une seule fois, il faut le revoir plusieurs fois, mais à des moments différents. Par exemple, tu apprends un mot aujourd'hui, tu le revois demain, puis 3 jours plus tard, puis 1 semaine après. C'est ce qu'on appelle la révision intelligente, et ça marche très bien. Ouais, j'ai testé ça quand j'apprenais une langue étrangère et c'est incroyable. Les mots qui disparaissaient de ma mémoire revenaient petit à petit et après plusieurs répétitions, ils restaient définitivement. Et pour rendre ça encore plus vivant, il est utile de mettre les mots dans des phrases. Par exemple, si tu apprends le mot « maison », au lieu de simplement répéter « maison, maison », dis une phrase comme « ma maison est grande » ou « je rentre à la maison ». En créant des petites histoires autour des mots, tu les retiens beaucoup mieux. Oui, je suis totalement d'accord. Et je pense aussi qu'écrire les mots à la main sur un carnet aide beaucoup. Parce que l'écriture active la mémoire différemment que la simple lecture. Exactement. Donc, pour résumer, associer les mots à des images ou des situations réelles,
utiliser la répétition espacée, créer des phrases ou des petites histoires et écrire les mots à la main. Avec ces techniques, le vocabulaire reste longtemps et devient naturel. Parfait. Alors, dans la prochaine partie, nous allons discuter d'un autre aspect essentiel, comment apprendre la grammaire sans se décourager, parce que beaucoup d'apprenants trouvent la grammaire française difficile et ennuyeuse. Sarah, il y a un sujet qui fait peur à presque tous les apprenants, la grammaire française. On entend souvent dire que le français est compliqué à cause de ses règles, de ses conjugaisons, de ses exceptions. Beaucoup abandonnent parce qu'ils trouvent ça trop difficile. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes ? D'abord, je voudrais leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Tout le monde, même les natifs, trouve parfois la grammaire compliquée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir tout de suite. La grammaire n'est pas un obstacle, c'est juste un outil qui sert à mieux communiquer. Oui, c'est vrai. Quand on regarde la grammaire comme une montagne à grimper, on se décourage. Mais si on l'aborde petit à petit, comme des petites marches, ça devient beaucoup plus facile. Exactement. Et au début, il ne faut pas vouloir apprendre toutes les règles par cœur. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, apprendre à utiliser le présent, les articles un, une, le, la et quelques verbes très fréquents, comme être, avoir, aller, faire. Avec seulement ça, on peut déjà dire beaucoup de choses en français. Oui, tu as raison. Et je pense qu'il est aussi très utile d'apprendre la grammaire à travers des exemples concrets. Par exemple, au lieu de lire une règle compliquée sur les adjectifs, on peut entendre une phrase comme « La voiture rouge est rapide » et comprendre naturellement comment fonctionne l'accord. Voilà, c'est la méthode naturelle. D'abord écouter, lire, voir la langue dans son contexte et ensuite seulement découvrir la règle. C'est beaucoup moins stressant et ça reste plus facilement en mémoire. Donc, si je comprends bien, la grammaire doit être apprise comme un soutien à la communication, pas comme une obligation scolaire. Exactement. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales, elles font partie du processus. Quand un enfant apprend sa langue maternelle, il fait aussi des fautes, mais c'est grâce à ces fautes qu'il progresse. Très bien dit. Donc, pour ne pas se décourager, il faut simplifier, apprendre seulement ce qui est utile au début, observer des exemples réels et accepter les erreurs comme des étapes d'apprentissage. C'est ça. Et avec cette approche, la grammaire devient moins un fardeau et plus un outil pour mieux s'exprimer. Parfait. Alors maintenant, dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre aspect essentiel, comment pratiquer la langue avec d'autres personnes, même quand on n'a pas de francophone autour de soi. Comment pratiquer le français même sans francophone autour de soi ? Sarah, beaucoup de personnes nous disent « Je veux parler français, mais je n'ai personne avec qui pratiquer. Dans mon pays, il n'y a pas de francophone. » Et c'est vrai que c'est un défi. Comment peut-on progresser à l'oral si on est seul ? C'est une question très fréquente, Ali. Et heureusement, il existe plusieurs solutions. La première, c'est de pratiquer avec soi-même. Ça peut sembler étrange, mais parler seul en français est une excellente méthode. Par exemple, le matin, en se regardant dans le miroir, on peut dire « Bonjour, je m'appelle Ali. Aujourd'hui, je vais travailler, je vais manger avec mes amis, puis je vais rentrer à la maison. » C'est simple, mais ça entraîne la bouche et ça donne confiance. Oui, j'aime beaucoup cette idée, et cela me rappelle une technique que j'ai utilisée quand j'apprenais une autre langue. Je décrivais tout ce que je voyais autour de moi. Par exemple, voici une table. Sur la table, il y a un livre. Le livre est rouge. Même si c'est basique, c'est une manière très efficace d'activer le vocabulaire et de pratiquer la grammaire naturellement. Exactement. Une autre solution, c'est Internet. Aujourd'hui, il existe des communautés partout dans le monde. On peut trouver des groupes sur Facebook, des forums ou même des applications pour échanger avec des natifs. On peut écrire des messages, faire des appels vidéo ou simplement envoyer des audios courts. Ça permet de parler avec de vrais francophones, même à distance. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi les tandems linguistiques. C'est très intéressant. On aide une personne à apprendre notre langue et en échange, elle nous aide à pratiquer le français. Comme ça, chacun y gagne. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont vraiment personne, il reste encore une option. Écouter et répéter. Par exemple, prendre une vidéo ou un podcast, écouter une phrase, puis la répéter à voix haute, encore et encore. C'est un entraînement qui permet de travailler la prononciation et la fluidité, même sans interlocuteur. Donc, si je résume, Sarah, parler avec soi-même, décrire son environnement,
Utilisez Internet pour trouver des partenaires d'échange et pratiquer avec l'écoute et la répétition. Même seul, on peut progresser à l'oral. Exactement. Le plus important, c'est de ne pas attendre les conditions parfaites. Il faut utiliser ce qu'on a, là où on est, avec les moyens disponibles. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un élément que beaucoup de gens négligent mais qui est essentiel. Comment améliorer sa prononciation en français pour être compris facilement. Ali, tu sais, beaucoup d'apprenants ont un bon vocabulaire et connaissent un peu de grammaire. Mais quand ils parlent, les francophones ont du mal à les comprendre. Souvent, c'est à cause de la prononciation. Alors, comment peut-on améliorer cet aspect? Tu as raison, Ali. La prononciation est essentielle. Même si on fait des erreurs de grammaire, on peut être compris. Mais si on prononce mal, la communication devient très difficile. La première chose à faire, c'est écouter attentivement les sons français. Il y a des sons qui n'existent pas dans d'autres langues, comme le U de tu ou le R français. Il faut entraîner son oreille avant de vouloir les produire. Oui, c'est vrai. Moi, quand j'apprenais une langue étrangère, je passais des heures à imiter les sons comme une chanson. Parfois, je répétais une phrase 10 ou 20 fois juste pour que ma bouche s'habitue. C'était fatigant, mais efficace. Exactement. La répétition est la clé. Par exemple, écouter une phrase courte et la répéter, en essayant d'imiter l'intonation, le rythme, la musique de la phrase. Pas seulement les mots, mais vraiment la mélodie du français. Tu veux dire que parler français, ce n'est pas seulement connaître les mots, mais aussi savoir chanter comme les francophones? Oui, c'est une très bonne image. Le français a une mélodie particulière. Si on imite cette mélodie, on paraît plus naturel. Et pour s'entraîner, on peut utiliser des chansons françaises simples, les répéter à voix haute, ou encore lire des textes en essayant de copier la prononciation des natifs. Il y a aussi la technique de l'enregistrement. Je trouve ça très utile. On peut s'enregistrer en train de parler français, puis réécouter et comparer avec un natif. On remarque tout de suite les sons qui ne sont pas bons et on peut les corriger. Oui, c'est une excellente méthode. Et j'ajouterai qu'il ne faut pas avoir peur de parler fort. Quand on pratique seul, il faut exagérer un peu la prononciation, comme un acteur qui joue un rôle. Cela entraîne la bouche et les muscles du visage à produire les bons sons. Très intéressant. Donc pour résumer, écoutez attentivement, répétez beaucoup, imitez la mélodie, chanter ou lire à voix haute et s'enregistrer pour se corriger. Avec ces techniques, la prononciation s'améliore vite. Exactement. Et une bonne prononciation, c'est la clé pour être compris et pour parler avec confiance. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un autre point crucial, comment garder sa motivation sur le long terme. Parce que beaucoup abandonnent après quelques semaines. Comment garder sa motivation sur le long terme? Sarah, tu sais, quand on commence à apprendre le français, on est souvent très motivé. On est excité, on rêve de parler rapidement, on étudie tous les jours. Mais après quelques semaines ou quelques mois, la motivation baisse. Beaucoup de personnes abandonnent à ce moment-là. Comment peut-on éviter ça? Oui, Ali, c'est un problème très fréquent. La motivation, c'est comme une flamme. Si on ne l'alimente pas, elle s'éteint. La première chose, c'est de se fixer des objectifs clairs et réalistes. Par exemple, dans 3 mois, je veux être capable de commander au restaurant en français, ou je veux pouvoir me présenter en 2 minutes sans hésiter. Des petits objectifs concrets qu'on peut atteindre rapidement. Oui, parce que si on pense seulement « je veux être bilingue », c'est trop grand, trop loin, et on se décourage vite. Mais si on se dit « cette semaine, j'apprends 10 mots nouveaux », ça devient possible et motivant. Exactement. La deuxième chose, c'est de mesurer ses progrès. Beaucoup d'apprenants ne se rendent pas compte qu'ils avancent. Ils pensent qu'ils n'ont rien appris, alors qu'en réalité, ils savent déjà beaucoup plus qu'avant. Écouter un ancien enregistrement de soi ou relire ses premières phrases écrites, ça montre le chemin parcouru et ça redonne confiance. Oui, c'est vrai. Moi, je me souviens que quand j'apprenais une langue, j'avais noté toutes les phrases que je savais dire. Au début, c'était seulement 5 ou 6 phrases, mais au bout de quelques mois, j'avais un carnet rempli de dizaines de pages, et ça me motivait énormément. C'est une excellente idée. Enfin, la troisième chose pour garder la motivation, c'est de rendre l'apprentissage amusant. Regarder un film qu'on aime en français, écouter des chansons, jouer à des jeux en ligne, lire une bande dessinée. L'apprentissage ne doit pas être une corvée, mais un plaisir. Oui, je crois que c'est la clé. Si on s'amuse, on continue naturellement.
Si on se force, on abandonne vite. Exactement. Donc, pour garder la motivation, il faut avoir des objectifs clairs, mesurer ses progrès et transformer l'apprentissage en plaisir. Très bien résumé. Alors, dans la prochaine partie, nous allons parler d'un autre point essentiel. Comment utiliser les films, les séries et la musique pour progresser en français. Ali, on parle souvent de vocabulaire, de grammaire et de prononciation. Mais il y a un outil fantastique que beaucoup négligent, les films, les séries. Selon toi, comment peut-on les utiliser efficacement pour apprendre le français? Oui, Ali, c'est vrai. Ces outils sont très puissants parce qu'ils nous permettent d'entendre la langue telle qu'elle est réellement parlée. Quand on regarde un film ou une série, on entend des expressions naturelles, des intonations, des phrases complètes et parfois même des mots qu'on ne trouve pas dans les manuels. Exactement. Mais je pense qu'il y a une méthode à suivre pour que ce soit vraiment utile. Par exemple, commencer avec des sous-titres dans sa langue maternelle pour comprendre l'histoire, puis passer aux sous-titres en français, et enfin essayer de regarder sans aucun sous-titre. Cela permet de progresser progressivement. Oui, et on peut aussi prendre des phrases courtes qu'on entend et les répéter à voix haute. Par exemple, une réplique d'un personnage qu'on aime, on l'écoute plusieurs fois, on l'imite et on essaye de la mémoriser. C'est un excellent exercice pour la prononciation et le vocabulaire. Même si on ne comprend pas tous les mots au début, le rythme et la répétition aident beaucoup à retenir la langue. Oui, c'est très efficace. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas se mettre trop de pression. L'objectif n'est pas de tout comprendre parfaitement. Il s'agit d'écouter, de répéter, de s'habituer à la langue et de prendre du plaisir. Donc, pour résumer, films, séries et musique permettent d'apprendre des expressions naturelles, d'améliorer la prononciation, d'enrichir le vocabulaire, et tout cela en s'amusant. Et c'est encore mieux si on répète les phrases et qu'on s'immerge progressivement dans le français. Exactement. Et cette immersion, même à petite dose chaque jour, fait une énorme différence sur le long terme. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons aborder un autre sujet crucial. Comment se corriger efficacement pour progresser sans perdre confiance. Sarah, un autre défi que rencontrent beaucoup d'apprenants, c'est la peur de faire des erreurs. On parle, on écrit, mais on se dit « et si je me trompe ?» Comment peut-on se corriger efficacement sans perdre confiance? Oui, Ali, c'est un point très important. La première chose à comprendre, c'est que faire des erreurs est normal et nécessaire. On apprend justement grâce aux erreurs. Il ne faut donc jamais les voir comme un échec, mais comme un outil pour progresser. Exactement. Et je pense qu'il y a deux façons de se corriger. La première, c'est l'autocorrection. Par exemple, quand on écrit une phrase ou qu'on se parle à soi-même, on peut relire, réécouter et chercher ce qui pourrait être amélioré. Cela développe aussi l'autonomie. Oui, et la deuxième façon, c'est demander un retour extérieur. Par exemple, parler avec un professeur, un ami francophone ou un partenaire linguistique. Quand quelqu'un nous corrige gentiment, on comprend mieux nos erreurs et on les mémorise pour ne plus les refaire. C'est très important de le faire de manière positive. Certaines personnes se critiquent trop. Elles se disent « je suis nul, je ne comprends rien » et ça bloque complètement l'apprentissage. Mais si on considère les corrections comme un moyen de s'améliorer, tout devient plus facile. Oui, et je conseille aussi de se concentrer sur une ou deux erreurs à la fois. Par exemple, se dire « cette semaine, je vais faire attention aux accords des adjectifs », plutôt que de vouloir corriger toutes les erreurs possibles en même temps. Cela rend le processus plus simple et moins décourageant. Et pour compléter, il est utile de garder un petit carnet des erreurs fréquentes. Quand on remarque qu'on fait souvent la même faute, on l'écrit et on y revient régulièrement. Avec le temps, on finit par ne plus la faire. Exactement. Donc, pour se corriger efficacement, accepter les erreurs, pratiquer l'autocorrection, demander un retour extérieur, se concentrer sur un point à la fois et garder un carnet des erreurs. Très bien résumé. Avec ces méthodes, les auditeurs peuvent progresser rapidement tout en gardant confiance. Oui, et dans la prochaine partie, nous allons parler d'un aspect très motivant. Comment célébrer ses progrès pour rester motivé et continuer à apprendre chaque jour. Sarah, après avoir parlé de motivation et de correction, il y a un autre aspect très important que beaucoup d'apprenants négligent, célébrer ses progrès. Beaucoup ne réalisent pas tout ce qu'ils ont déjà accompli et se concentrent uniquement sur ce qu'ils ne savent pas encore. Oui, Ali. Et c'est dommage, parce que reconnaître ces petites réussites est essentiel pour garder l'envie d'apprendre. Même un simple mot nouveau appris, une phrase correctement prononcée ou une conversation réussie, tout cela mérite d'être célébré. Exactement.
Et il y a différentes manières de le faire. Par exemple, tenir un journal d'apprentissage où l'on note chaque petite victoire. On peut écrire « Aujourd'hui, j'ai utilisé 5 mots nouveaux en parlant » ou « J'ai compris une chanson française sans traduction ». Ces petites notes donnent un sentiment de satisfaction énorme. Oui, et on peut aussi se récompenser d'une manière simple. Par exemple, après avoir atteint un objectif, on peut s'offrir quelque chose qu'on aime, regarder un film, écouter une chanson, prendre un petit plaisir. Cela crée un lien positif avec l'apprentissage. Moi, je conseille aussi de partager ses progrès avec quelqu'un de confiance. Quand on raconte à un ami ou à un partenaire linguistique ce qu'on a accompli, cela renforce la motivation et donne encore plus envie de continuer. Oui, et je voudrais ajouter un autre point. Célébrer ne veut pas dire attendre de grandes réussites. Même les petites étapes comptent. Apprendre 5 mots en plus, comprendre une phrase, réussir une conversation courte, tout cela est déjà un grand pas. Exactement. La clé est de reconnaître ses progrès, de les apprécier et de se rappeler qu'apprendre une langue est un processus graduel. Chaque étape, même petite, nous rapproche de notre objectif. Donc, pour résumer, tenir un journal, se récompenser, partager ses réussites et valoriser chaque petite victoire. Cela aide à garder la motivation sur le long terme et rend l'apprentissage beaucoup plus agréable. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler de l'importance de la lecture régulière en français et de comment elle peut booster le vocabulaire et la compréhension. Sarah, un autre outil essentiel pour apprendre le français rapidement et ne jamais l'oublier, c'est la lecture. Beaucoup de débutants pensent que lire est difficile et se découragent facilement. Mais la lecture régulière peut vraiment faire une énorme différence. Oui, Ali, c'est vrai. La lecture permet de voir les mots dans leur contexte, d'apprendre de nouvelles expressions, de comprendre la grammaire naturellement et d'améliorer le vocabulaire. Et le meilleur, c'est qu'on peut commencer avec des textes très simples. Exactement. Par exemple, on peut lire des articles pour enfants, des histoires courtes ou même des bandes dessinées. L'important, c'est de comprendre l'idée générale et de ne pas se bloquer sur chaque mot inconnu. Oui, et il y a une méthode très efficace. Lire un petit texte, puis essayer de résumer ce qu'on a compris avec ses propres mots. Cela renforce la compréhension et permet de retenir le vocabulaire plus facilement. Une autre technique que j'aime beaucoup, c'est de souligner les mots nouveaux, puis de créer des phrases avec eux. Par exemple, si on apprend le mot « château », on peut écrire « Le château est grand et ancien » ou « Nous visitons un château demain ». Cela aide à mémoriser le mot dans un contexte concret. Exactement. Et je conseille aussi de varier les types de lecture. Par exemple, un jour lire un texte simple, un autre jour lire des dialogues ou même des sous-titres de films. Cela permet d'exposer le cerveau à différents styles de français. Oui, et la lecture régulière crée une sorte d'immersion passive. Même si on ne parle pas ou n'écoute pas, notre cerveau s'habitue à la structure de la langue et aux mots. Au fil du temps, cela devient naturel et beaucoup plus facile à retenir. Donc, pour résumer, lire tous les jours, même un peu, choisir des textes simples au début, comprendre l'idée générale, souligner les mots nouveaux et créer des phrases, varier les types de lecture. Avec ces techniques, le français devient progressivement plus facile et mémorable. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler de l'écriture quotidienne et de son rôle crucial pour apprendre le français efficacement et durablement. Sarah, après avoir parlé de la lecture, il y a un autre outil très puissant pour apprendre le français. L'écriture quotidienne. Beaucoup de débutants sous-estiment son importance, mais écrire régulièrement permet de progresser rapidement. Oui, Ali, l'écriture aide à mémoriser le vocabulaire, à pratiquer la grammaire et à organiser ses idées en français. Même écrire seulement quelques phrases par jour peut faire une grande différence sur le long terme. Exactement. Par exemple, on peut commencer par écrire un petit journal. Chaque jour, noter ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti ou ce qu'on prévoit de faire le lendemain. Même des phrases simples comme « Aujourd'hui, je suis allé au marché, j'ai acheté des fruits et des légumes ». Cela permet de pratiquer la langue de manière concrète. Oui, et c'est très efficace de relire ses écrits après quelques jours. On peut corriger les erreurs, reformuler les phrases ou ajouter du vocabulaire. Cela crée un cercle d'apprentissage très puissant. Une autre idée, c'est d'écrire des dialogues imaginaires. Par exemple, imaginez une conversation au restaurant, à la gare ou avec un ami, et écrire ce dialogue. Cela prépare à parler dans la vie réelle et renforce le vocabulaire. Exactement. Et il ne faut pas chercher la perfection. L'objectif est de pratiquer, de faire des erreurs
et de les corriger petit à petit. Avec le temps, l'écriture devient plus naturelle et intuitive. Je dirais aussi que l'écriture est complémentaire à la lecture et à l'écoute. Quand on combine ces trois pratiques, le cerveau retient mieux la langue et l'apprenant gagne en fluidité. Donc, pour résumer, écrire chaque jour, tenir un journal, créer des dialogues, relire et corriger ses textes, et ne pas viser la perfection dès le début. L'écriture quotidienne devient ainsi un outil clé pour apprendre le français rapidement et durablement. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons aborder l'importance de la répétition et de la révision pour ne jamais oublier ce que l'on a appris. Sarah, nous avons parlé de la lecture, de l'écriture, de l'écoute et de la prononciation. Mais il y a un point que beaucoup d'apprenants négligent, la répétition et la révision. Même si on apprend beaucoup de choses, si on ne révise pas, on finit par oublier. Oui, Ali, c'est très vrai. Le cerveau a besoin de revoir les informations plusieurs fois pour qu'elles passent de la mémoire courte à la mémoire longue. C'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Elle est essentielle pour retenir le vocabulaire, les phrases et les règles de grammaire sur le long terme. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de pratiquer cette révision. Par exemple, relire ses notes chaque semaine, refaire les exercices, répéter les dialogues ou revoir les vidéos déjà écoutées. Même quelques minutes chaque jour suffisent pour consolider ce qu'on a appris. Exactement. Et je recommande aussi de combiner la répétition avec la pratique active. Par exemple, après avoir appris un mot, l'utiliser immédiatement dans une phrase ou dans une conversation. Cela renforce la mémoire et rend le mot plus concret. Oui, et il y a aussi la technique de la révision cumulative. Cela veut dire que chaque jour, on ne révise pas seulement ce qu'on a appris aujourd'hui, mais aussi les leçons précédentes. Comme ça, rien ne s'oublie et on avance progressivement. Une autre astuce, créer des flashcards. Sur une face, le mot ou la phrase en français, et sur l'autre face, la traduction ou une image. Cela permet de s'auto-tester et de rendre la révision plus interactive et amusante. Donc, pour résumer, la répétition et la révision sont essentielles. Il faut revoir régulièrement, pratiquer activement, combiner avec la révision cumulative et utiliser des outils comme les flashcards. Avec ces méthodes, rien n'est oublié et tout progresse plus rapidement. Exactement. Dans la prochaine partie, nous allons parler de l'importance de la patience et de la constance pour réussir à apprendre le français sur le long terme. Sarah, nous avons parlé de techniques, d'outils, de motivation, mais il y a un élément fondamental que beaucoup de personnes oublient, la patience. Apprendre une langue prend du temps et il faut accepter ce processus. Oui, Ali, c'est très important. Beaucoup veulent des résultats rapides et quand ils ne les obtiennent pas, ils se découragent. Mais le vrai secret, c'est la constance. Même 10 ou 15 minutes chaque jour, si on est régulier, ça vaut beaucoup plus que plusieurs heures ponctuelles. Exactement. Et je crois qu'il faut aussi se rappeler que chaque petit progrès compte. Parfois, on ne voit pas de différence d'un jour à l'autre, mais si on regarde quelques semaines en arrière, on se rend compte qu'on a beaucoup avancé. Oui, et la patience est liée à l'acceptation des erreurs. On va en faire beaucoup, surtout au début, et c'est normal. Il faut se dire que chaque erreur est une étape vers la maîtrise de la langue. Je pense aussi qu'il est utile de créer une routine quotidienne. Par exemple, écouter un podcast le matin, lire un texte à midi, écrire quelques phrases le soir. Quand cela devient une habitude, la constance devient naturelle et on progresse sans même y penser. Et je dirais une chose importante. Ne pas se comparer aux autres. Chaque personne apprend à son rythme. Certaines comprennent vite, d'autres plus lentement. Mais ce qui compte, c'est de continuer chaque jour, pas de courir après quelqu'un. Très bien résumé. Donc, pour réussir en français, il faut être patient, constant, accepter les erreurs, créer une routine et se concentrer sur son propre progrès. Exactement. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de la façon de combiner toutes les techniques que nous avons vues jusqu'ici pour créer un plan d'apprentissage complet et efficace. Sarah, nous avons parlé de beaucoup de techniques. Lecture, écriture, écoute, prononciation, vocabulaire, révision. Mais comment peut-on combiner tout cela dans un plan clair et efficace pour apprendre le français rapidement ? Oui, Ali, c'est une question très importante. La première étape, c'est de définir ses objectifs. Par exemple, apprendre 20 mots par semaine, comprendre une courte conversation ou réussir à se présenter en français. Ces objectifs servent de repère pour organiser le plan. Exactement. Ensuite, il faut créer une routine quotidienne ou hebdomadaire. Par exemple, le matin, écouter un podcast de 10 minutes, à midi, lire un texte simple, et le soir, écrire quelques phrases ou pratiquer un dialogue. L'important, c'est la régularité.
Oui, et il faut aussi équilibrer les différentes compétences. Ne pas se concentrer uniquement sur la lecture ou le vocabulaire. Il faut écouter, parler, lire et écrire. Chaque compétence se renforce grâce aux autres. Et je pense qu'il est utile d'inclure des moments de révision réguliers. Par exemple, revoir le vocabulaire ou les phrases apprises la semaine précédente. Cela permet de consolider les connaissances et de ne rien oublier. Exactement. Et il faut rendre le plan flexible. Si un jour on n'a pas beaucoup de temps, on peut réduire la session d'écoute ou d'écriture, mais ne jamais sauter complètement. Même quelques minutes maintiennent la constance. Une autre astuce, intégrer le plaisir dans le plan. Regarder un film, écouter une chanson, lire une bande dessinée, ça rend l'apprentissage plus agréable et plus durable. Donc, pour résumer, définir des objectifs clairs, créer une routine régulière, équilibrer toutes les compétences, inclure des révisions, rester flexible et ajouter des moments de plaisir. Avec ce plan, l'apprentissage devient structuré et efficace. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un élément souvent négligé mais très important. Comment gérer la fatigue mentale et rester concentré pendant l'apprentissage. Sarah, nous avons parlé de routine, de plan et de technique. Mais un problème que rencontrent beaucoup d'apprenants est la fatigue mentale. Après un certain temps, on se sent fatigué, on perd la concentration et on a envie d'abandonner. Comment peut-on gérer cela? Oui, Ali, c'est un problème très courant. La première chose à comprendre, c'est que le cerveau a besoin de pause. Même 10 minutes de pause entre deux sessions peuvent améliorer la concentration et la mémorisation. Il ne faut jamais essayer d'apprendre trop longtemps d'affilée. Exactement. Et je conseille aussi de varier les activités. Par exemple, écouter un podcast, puis écrire un petit texte, puis lire une bande dessinée. Alterner les activités stimule le cerveau différemment et évite l'ennui ou la fatigue. Oui, et un autre point très important, l'environnement. Il faut un endroit calme, bien éclairé, sans distraction. Quand on apprend dans de bonnes conditions, on se fatigue beaucoup moins et on retient beaucoup mieux. Je pense aussi qu'il est utile de fixer des sessions courtes, mais efficaces. Par exemple, 20 ou 30 minutes par activité. On peut faire plusieurs sessions par jour, mais toujours en gardant la qualité et la concentration. Exactement. Et enfin, il ne faut pas oublier de se reposer et de dormir suffisamment. La mémoire fonctionne beaucoup mieux quand le cerveau est reposé. Dormir après une session d'apprentissage permet de consolider les connaissances. Donc, pour résumer, faire des pauses régulières, varier les activités, créer un environnement calme, limiter la durée des sessions et dormir suffisamment. Avec ces conseils, on peut rester concentré et éviter la fatigue mentale. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un élément clé pour progresser rapidement. Comment créer un environnement d'immersion dans la langue française? Sarah, nous avons parlé de technique, de routine, de pause. Mais pour vraiment progresser rapidement, il y a un concept très puissant, l'immersion. Même si on ne peut pas vivre en France ou dans un pays francophone, on peut créer un environnement d'immersion chez soi. Oui, Alice, c'est vrai. L'immersion consiste à entourer son quotidien de français. Par exemple, changer la langue de son téléphone, de ses applications ou même de son ordinateur en français. Comme ça, chaque interaction quotidienne devient un petit exercice de langue. Exactement. On peut aussi écouter des chansons françaises, regarder des films ou des séries en français, suivre des podcasts et lire des articles ou des livres simples. Plus on s'expose à la langue, plus le cerveau s'habitue et apprend naturellement. Il y a d'autres astuces très simples. Par exemple, écrire des notes ou des listes en français, parler à soi-même dans la langue ou même penser en français dans certaines situations. Tout cela contribue à une immersion quotidienne. Oui, et je pense que l'important, c'est de rendre l'immersion régulière mais agréable. Il ne s'agit pas de se forcer ou de se stresser, mais d'intégrer le français dans des activités plaisantes, comme écouter une chanson que l'on aime ou regarder un film qu'on adore. Exactement. Et cette immersion ne doit pas être seulement passive. Il faut aussi interagir, répéter, écrire, parler, poser des questions, essayer de comprendre activement ce qu'on entend ou lit. Donc, pour résumer, changer la langue des appareils, écouter, lire et regarder en français, écrire et parler régulièrement, intégrer des activités plaisantes et rester actif dans l'apprentissage. Avec cette immersion, le français devient une partie de la vie quotidienne, même à distance d'un pays francophone. Très bien. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un aspect très pratique pour progresser rapidement. Comment apprendre à penser en français au lieu de traduire mentalement? Sarah, un problème que rencontrent beaucoup d'apprenants
est de toujours traduire mentalement depuis leur langue maternelle. Cela ralentit la communication et crée de la confusion. Alors, comment peut-on apprendre à penser directement en français? Oui, Ali, c'est un défi très courant. La première étape, c'est de commencer petit. Par exemple, lorsqu'on fait des activités quotidiennes, on peut essayer de décrire ce qu'on fait en français dans sa tête. Comme « je prépare le petit déjeuner »,« je prends mon café »,« je sors pour marcher ». Petit à petit, on s'habitue à penser dans la langue. Exactement. Et je pense qu'il est aussi utile d'utiliser le vocabulaire et les phrases qu'on connaît déjà pour créer de petites histoires dans sa tête. Par exemple, imaginer ce qu'on va faire dans la journée et le penser en français. Même si c'est simple, c'est un excellent entraînement. Oui, et il faut accepter que ce ne sera pas parfait au début. Les phrases peuvent être simples, répétitives ou même un peu incorrectes. Mais l'important est de créer l'habitude de penser en français. Une autre technique très efficace, c'est de poser des questions à soi-même en français. Par exemple, « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Où est mon livre ? Que dois-je faire cet après-midi ?» Cela active le français dans la pensée quotidienne. Exactement. Et avec le temps, cette pratique devient naturelle. On commence à former des phrases spontanément, à répondre mentalement, et on n'a plus besoin de traduire à chaque fois. Donc, pour résumer, pensez aux activités quotidiennes en français. Créer de petites histoires, poser des questions à soi-même, accepter la simplicité au début et pratiquer régulièrement. Avec ces techniques, on progresse vers une pensée en français directe et fluide. Très bien. Dans la dernière partie, nous allons résumer tous les conseils et créer un plan complet que nos auditeurs pourront suivre pour apprendre le français rapidement et durablement. Sarah, nous voilà à la dernière partie de notre podcast. Nous avons parlé de beaucoup de techniques et de conseils pour apprendre le français rapidement et ne jamais l'oublier. Je propose que nous fassions un résumé clair et concret pour nos auditeurs. Oui, Ali, c'est une excellente idée. Commençons par le point le plus important, la régularité. Même quelques minutes chaque jour, si elles sont bien utilisées, valent mieux que de longues sessions irrégulières. Ensuite, il y a l'apprentissage du vocabulaire. Associer les mots à des images ou des situations, utiliser la répétition espacée, créer des phrases et écrire les mots à la main pour mieux les mémoriser. Puis, la grammaire. L'aborder petit à petit, se concentrer sur l'essentiel, observer des exemples réels et accepter les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage. Pour la prononciation, écoutez attentivement, répétez à voix haute, imitez la mélodie de la langue, chantez, s'enregistrer et comparer avec des natifs. Pour pratiquer la langue, même sans francophone autour de soi, parler seul, décrire son environnement, utiliser Internet, faire des tandems linguistiques, répéter les phrases de vidéos ou de podcasts. La lecture et l'écriture sont aussi essentielles. Lire régulièrement, même des textes simples, relire, souligner les mots nouveaux, créer des phrases, tenir un journal et écrire des dialogues imaginaires. La révision et la répétition permettent de ne jamais oublier. Revoir les leçons, pratiquer activement, faire des révisions cumulatives et utiliser des outils comme les flashcards. La motivation et la patience. Se fixer des objectifs clairs, mesurer les progrès, célébrer les petites victoires, garder la constance et accepter les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage. Et enfin, l'immersion et la pensée en français. Entourer sa vie quotidienne de français, écouter, lire, écrire et penser directement en français au lieu de traduire mentalement. Donc, si nos auditeurs suivent ces étapes, régularité, vocabulaire, grammaire, prononciation, pratique, lecture, écriture, révision, motivation, immersion et pensée directe en français, ils progresseront rapidement et de manière durable. Exactement. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps, mais de combiner progressivement ces techniques dans une routine quotidienne. Avec patience et constance, le français devient naturel et facile à retenir. Très bien. Voilà nos conseils pour apprendre le français efficacement, rapidement et pour toujours. Nous espérons que cela aidera tous nos auditeurs à progresser et à parler français avec confiance. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Commencez dès aujourd'hui, appliquez ces techniques et vous verrez de vrais résultats très bientôt. À bientôt pour un nouveau podcast et de nouvelles techniques pour améliorer votre français.